Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné d'un panel exceptionnel. Je commence là. J'ai Steve, Marc et Camille. Steve, je vais te commencer à te présenter. Steve Bélanger, je suis ingénieur informatique de formation, puis je suis ingénieur en cybersécurité des technologies de l'opération dans le secteur des pâtes et papiers. Marc? Marc Potvin, ingénieur électrique qui a fait sa carrière en automatisation industrielle, maintenant en cybersécurité des systèmes de contrôle industriel. Et Camille? Oui, Camille Fergus-Leduc, consultante senior chez Mandiant en technologie des opérations, puis j'ai un background en génie électrique aussi. Cool. Fait que vous aurez compris qu'on va aborder le OT, le volet plus opérationnel, qui est jamais mal compris par les gens en IT. Fait qu'on va aborder, on va commencer la conversation par les définitions d'un vocabulaire, parce qu'il y a bien des gens qui vont mélanger des termes qui veulent pas dire la même chose pour les experts du domaine, dont vous, et qui en IT, on va peut-être galvauder certaines affaires, on va prendre certains raccourcis qui nous amènent pas nécessairement à la bonne place. Fait que je vais vous laisser commencer avec des définitions des termes importants, puis ensuite on va rebondir sur ces éléments-là. Moi, je vais prendre la balle en partant. Pour ce qui est de la grosse différence, qu'est-ce qui distingue les technologies opérationnelles, en fait, des TI, c'est qu'à la base, les technologies opérationnelles contrôlent des processus physiques, contrairement aux technologies d'information qui gèrent des données et seulement des données. Les systèmes de contrôle industriel, par exemple, pourquoi ce sont des OT? Parce qu'ils contrôlent des processus physiques. Cependant, c'est pas OT ne signifie pas seulement les systèmes de contrôle industriel. On peut retrouver là-dedans le biomédical. On peut retrouver, exemple, les systèmes d'avionique, des systèmes de navigation. Le domaine de l'automobile a plein de technologies opérationnelles aussi. Fait que ça touche beaucoup de secteurs, mais l'important qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des systèmes qui contrôlent des processus physiques. Donc, fait que ça met la table sur qu'est-ce que sont les technologies opérationnelles. Qu'est-ce qui est aussi, je pense, important d'ajouter aussi, c'est qu'on peut pas aller définir les technologies opérationnelles avec un type de device ou d'actif. Parce que aussi dans les TO, tu vas avoir des PC, on les appelle aussi des workstations. Fait qu'on peut pas les définir vraiment avec OK, ben là t'as un PC, ça c'est IT. Non, ça dépend qu'est-ce qu'il contrôle, puis ça dépend il est où dans ton architecture et tout, puis qu'est-ce qu'il fait. Fait que il y a beaucoup de nuances dans les TI, dans les TO, excusez. Puis c'est ça que je pense qui est super intéressant d'approfondir avec les définitions en premier abord. Puis ce qui est intéressant aussi dans les TO, c'est que l'univers technologique est quand même assez large, autant au niveau dans le temps que dans les fournisseurs. Donc, on peut voir des technologies qui ont plusieurs décennies, qui ont encore du succès et qui sont stables. Puis une panoplie de fournisseurs qui n'ont absolument rien à voir avec les Microsoft, les Adobe ou les Linux de ce monde. Là, c'est vraiment des équipements qui sont propres à leur secteur d'activité. Donc, il faut vraiment ouvrir nos horizons et essayer de comprendre comment ces équipements-là fonctionnent pour qu'on soit capable de mieux les protéger puis de les administrer adéquatement. Autrement dit, ce que j'allais juste dire, si ça casse pas, ben tu continues à l'utiliser. Ouais. Ouais, ça, la façon classique. Et puis, j'aime bien ces distinctions-là parce qu'on va retrouver du TI conventionnel dans du OT. Ça va arriver parce qu'on va utiliser des éléments off-the-shelf qu'on va trouver justement pour arriver à des objectifs de OT. Mais il demeure, puis ça, c'est comment Marc l'a présenté, dès que ça va toucher à du réel, à du physique, ben, même si c'est un Windows, même si c'est une chose qu'on va retrouver normalement dans du IT, ça devient du OT parce que sa fonction, son objectif a changé. Et ça, c'est une chose importante, puis c'est ce que j'ai vu. Et l'autre élément, parce qu'il y a confusion, du IoT, parce qu'on en parle beaucoup, c'est très populaire, c'est à la mode, et c'est pas tout à fait la même chose. Non, les objets connectés, moi, comment je définis le IoT, les objets connectés, c'est une chose, c'est une très belle technologie, mais les technologies de l'opération, c'est probablement
des choses un peu plus communes qu'on voit dans les TI qu'on utilise à des fins industrielles selon le secteur d'activité. Donc, c'est pas exactement la même Un chose. autre élément aussi qui vient distinguer les technologies opérationnelles, c'est le fait que ce sont des systèmes en temps réel. Donc, c'est des systèmes qui roulent en continu. On est extrêmement dépendant de la réponse du système dans le temps. Fait que pourquoi? Parce que ça contrôle des processus physiques. Puis là, j'utilise le mot contrôle parce que tu as aussi, exemple, des historiens qui peuvent, exemple, prendre des mesures de données en temps réel. Mais par contre, un historien ne contrôle, en tout cas, normalement, un historien ne contrôle rien. Il ne fait qu'enregistrer. Fait que pour moi, ce genre de système-là, dans mon dictionnaire à moi, ce sont des TI, parce qu'ils ne gèrent que des données. Cependant, si on avait un historien qui avait une loupe de feedback pour contrôler quelque chose, là, ça changerait la donne complètement parce que cette boucle-là ferait que, parce que ça contrôle un processus en temps réel, là, ça le transforme en technologie opérationnelle. Fait que c'est la nuance, des fois, elle est mince, mais il faut bien la comprendre parce que tant et aussi longtemps que tu contrôles un processus physique, là, tu te qualifies comme étant un système, comme on dit, une technologie opérationnelle qui sert à contrôler un processus physique. Fait que, sommairement, en tout cas, je ne sais pas si mes explications sont claires ou sont facilement compréhensibles, mais c'est le langage qu'on utilise là, pour faire bien comprendre les choses. Ouais. D'ailleurs, pour ce qui est d'un historien de données, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'utiliser ce système-là, ce n'est pas une base de données transactionnelle. C'est plus un système qui est un time series, c'est-à-dire qu'on fait l'acquisition d'une série de données, exemple des lectures de température, de pression et tout. Puis ce système-là est appelé à compresser les données puis les stocker de façon plus efficiente, mais sur un très, très grand volume de lecture, là, des 10 000, 50 000, 100 000 lectures à toutes les secondes, à la demi-seconde. Donc, c'est pas des opérations qui sont très complexes, mais par le volume, c'est pas la même technologie. Donc, faut s'y mettre la main. Et tant qu'à parler de ces éléments-là, je vais faire l'anecdote, c'est qu'un automobile moderne génère un volume extraordinaire de données à la seconde. Et les gens n'ont même pas idée à quel point le volume de données qu'un auto peut générer de par juste son existence est complètement dépasse l'imagination. Donc, déjà là, on a un équipement qui est de type OT, qui est dans nos mains quotidiennement et qu'on utilise et qu'on ne comprend pas et qui fait beaucoup de travail. La vitesse qui est affichée sur notre tableau de bord n'est qu'une mesure qui est affichée et qui est retournée et qu'on peut manipuler à volonté si on sait comment faire. Et ça, c'est juste ça, c'est un exemple parce que ça, on a ça dans nos choses. Mais dans le contexte de OT dans lequel on va parler, c'est plus du côté industriel dans lequel on a des éléments plus réels et de production qui sont associés. Là. Oui, mais par contre, le système que tu viens de parler, Nicolas, est tout à fait une technologie opérationnelle dans le sens qu'exemple, le contrôle de l'injection d'essence dans un carburateur, c'est tous des systèmes électroniques spécialisés, mais c'est des systèmes qui contrôlent un processus physique. C'est l'allumage du moteur, puis c'est, comme on dit, ce qui fait tourner le moteur à essence. Puis même chose dans les technologies renouvelables. Tu as toutes sortes de systèmes de régulation qui permettent de contrôler quel que soit le processus, la vitesse, la température. Fait que tous ces systèmes-là, même la température à l'intérieur d'un véhicule, elle est contrôlée par une technologie opérationnelle. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec ton exemple de l'auto, c'est que souvent, qu'est-ce qu'on va oublier, c'est que dans ces mêmes technologies-là de l'auto, ils vont être dédiés aussi au transport. Par exemple, on fait aussi des pentests dans mon équipe, puis il y a une des vulnérabilités qui était sur les automobiles, qui est aussi sur les trains. Donc, on a un de nos pentesters qui est capable de faire déplacer des trains avec cette vulnérabilité-là, parce que dans les autos, vu que les autos sont nouvelles, ça change tout le temps, ils les patchent, mais les trains, ils les changent pas très, très souvent. Là. Ça va rejoindre un peu ce que Steve disait au début. C'est tant que ça casse pas, tu continues de l'utiliser. C'est la même chose, fait que tu as des trains qui ont des systèmes qui sont assez vieux, qui ont des vulnérabilités que tu peux faire bouger toi-même, si un peu déjà dans l'architecture, dans le network, mais c'est quand même inquiétant. Hein. Fait que c'est ces industries-là qu'on doit regarder là, plus avec les TO.
Au niveau des technologies opérationnelles aussi, on vient d'en parler, les cycles de vie des produits sont pas tout à fait les mêmes que, exemple, les TI. Tu vas rouler avec des cycles de vie d'environ de 3 à 5 ans. Fait que tu vas avoir renouvelé un parc d'équipements. Dans les technologies opérationnelles, on est dans un autre univers. Là, on parle de 10 à 25 ans. Là, puis des fois même, les équipements sont souvent même plus supportés par le manufacturier depuis plusieurs années. Puis les systèmes continuent à rouler parce que, comme on dit, là, tant que ça roule, la machine, la planche à billets tourne, comme dirait Steve. Ben, je vous dirais que j'en ai un exemple. Moi-même, j'approche de la mi-quarantaine, puis dans le secteur pétrolier, là, il y a un système qui est très utilisé. Là. C'est un peu comme l'équivalent de la S400. Là. C'est le système TDC 3000 d'Honeywell. Puis, ça a été fait en 79 et je peux vous dire que il y a des fortes chances qu'ils nous survivent. Donc, c'est des systèmes extrêmement fiables, plutôt simples, mais fonctionnels. Donc, c'est une technologie qui est peut-être perçue comme vieillotte, mais qui a beaucoup de succès par sa longévité. Mais j'ai rajouté par-dessus ça, puis c'est intéressant, parce que j'ai travaillé un peu aussi dans l'industriel, pas autant que vous autres, mais quand même un peu. C'est parce qu'on n'a pas besoin de changer. Ça demeure, ça l'exécute ce que ça a besoin d'exécuter. Et les concepteurs de ces systèmes-là l'ont fait de façon à ce que ça demeure capable d'exécuter ce que ça allait exécuter très longtemps. Et en TI conventionnel, on est toujours après le dernier gadget, après le dernier jouet qui vient de sortir. On a un plaisir à évoluer ou à faire changer ce genre de choses-là. Quand dans l'industriel, on n'a pas ce plaisir-là. Puis même, on est loin, là. Les gens qui ont ce genre de plaisir-là, on les éjecte parce qu'ils n'ont pas d'affaires en OT, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'on a un système qui est défini, qui est stable, qui est prévisible. Là, je reprends encore l'exemple de l'automobile ou à la limite de l'aviation, puis là, Camille disait le train. Ben, tous ces voyages de transport-là, dans la mesure où ils livrent ce qu'ils ont à livrer, on n'a aucun intérêt à mettre à jour ces éléments-là. Puis même les automobiles, j'ai jamais été chez le concessionnaire pour mis mon firmware de mon auto à jour. C'est jamais arrivé. Puis mon auto, elle a plus que 10 ans. En 10 ans, ils l'ont jamais changé parce que il y a aucune raison qu'ils viennent mettre à jour le firmware parce qu'il va avoir une petite lumière, un petit gadget. Non, ils vont mettre ça sur les nouveaux véhicules. Mm-hmm. Donc, c'est les nouveaux trains. Comme les trains ne changent pas souvent. Comme Camille disait, on a un problème. Ça, c'est d'autres défis, mais comme en aviation non plus. Ces systèmes-là sont ailleurs. Puis, tu sais, puis même à certains égards, parce que je prends l'avion, les systèmes de Wi-Fi puis d'entertainment, des affaires que dans les avions, je suis toujours un peu étonné que le pilote qui contrôle un avion qui est complexe, qui a des systèmes très complexes, se retrouve à être la même personne qui contrôle le système de Wi-Fi de l'avion. Mm-hmm. J'aime pas beaucoup cette idée-là de mélanger les deux environnements, là, mais j'ai un inconfort là assez grand. Là. Okay. Mais un avion a plusieurs systèmes en passant. Tu as le système d'avionique qui sert à contrôler l'avion, le système de divertissement pour un avion civil, qui sont des systèmes qui sont dans le même habitacle, mais qui sont complètement séparés. Puis tu as le système de télécommunication aussi là, pour tout le contrôle aérien. Fait qu'il y a vraiment 3 systèmes à même un avion. Là. Fait que les 3 contrôlent des choses complètement différentes. Puis c'est sûr que tu veux pas que l'un affecte l'autre. Là. Je pourrais peut-être te leur partager plus tard, Nicolas, mais je sais qu'il y a quelques mois, il y a Marianne Bellotti qui avait partagé sur LinkedIn l'équivalent d'un genre de TED Talk très intéressant où est-ce que elle amène une perspective très intéressante quand on travaille sur des systèmes que j'appellerais patrimoniaux, donc des technologies qui ont eu du succès, puis qui devaient avoir peut-être un peu de rafraîchissement, mais elle laisse vraiment les participants à réfléchir à si cette technologie-là est là, elle fait le travail, comment qu'on peut l'aider à être maintenue dans l'ère moderne et la protéger. Puis elle disait même à la blague, il n'y a pas grand personne qui conteste la conception d'une fourchette. Ça fonctionne encore très bien depuis plusieurs centaines d'années. Elle avait quand même raison. Donc, il y a des choses qui sont à réfléchir là-dessus. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est aussi comment on va aller évaluer un peu plus le risque en TI contre les TO.
TI, on connaît très bien la triade qui est confidentialité, intégrité, availability. Tandis que qu'est-ce qu'on va voir un peu plus en Théo, qui va rejoindre ton point des systèmes qui sont vieux, ben, tu vas avoir safety, reliability and productivity. Fait que ça change complètement ta dynamique dans ton environnement. Le but, c'est pas de protéger tes données. Tes données, oui, tu veux un peu les protéger pour pas que les gens soient capables de prendre tes passwords, mais c'est pas ton premier risque. Ton risque, c'est que ta machine arrête de fonctionner. Ou dernièrement, il y a un premier humain qui a été tué par un robot. C'est un peu glauque, mais ça fait partie de ça que ben c'est là que ça s'en vient parce qu'on est dans des systèmes hyper connectés maintenant. Puis ben il faut faire attention à ça, puis il faut savoir comment les protéger par rapport à la productivité qu'ils doivent engager encore. C'est sûr que dans le domaine du contrôle industriel, nous, ben c'est sûr que tu parles de la santé-sécurité. Le volet sécurité, là, je parle pas de sécurité, mais plus le côté safety, là, parce qu'en français, le terme... On le traduit par sûreté. La sûreté versus la sécurité. En tout cas, le volet sécurité est très important parce que même si on met la cybersécurité de côté, quand on a des interventions à faire sur des systèmes de contrôle industriel, ben tu as le cadenassage, t'assurer que on peut travailler sur le système, il est arrêté, c'est planifié ces activités-là. Puis là, ben, on peut travailler de façon sécuritaire parce qu'on a plusieurs intervenants, puis tu veux surtout pas que un équipement se mette à bouger lorsque tu as un travailleur en train de faire une intervention. Fait que il y a beaucoup de volets. Fait que c'est sûr, ça fait partie inhérente des interventions en milieu industriel. Tout le volet sécurité. Fait que c'est sûr que cependant, là, on le retrouve aussi en cybersécurité. Fait que l'idée, c'est que quelqu'un qui a à faire des interventions en cybersécurité sur ces systèmes-là qui contrôlent des processus physiques, il faut qu'il soit vraiment conscient de ce qu'il fait parce que tout changement qu'on doit faire, quel qu'il soit, là, je parle pas de patchage nécessairement, mais tu sais, juste changer un point de consigne, mais ça peut avoir une conséquence. Fait que il y a tout, ça vient aussi avec toute une gestion du changement. Puis souvent, c'est en gouvernance, ce volet-là est déficient dans bien des entreprises parce que il y en a pas de gestion des changements. Fait que les changements sont faits sauvagement. Puis, fait que ça amène un paquet de risques là, parce que puis ça amène aussi des risques au niveau de la résilience parce que ok, ce dernier changement-là, a-t-il été documenté, a-t-il été sauvegardé, à quel endroit il a été sauvegardé. Fait que là, s'il arrive quelque chose, je parle pas d'un incident, mais un arrêt de production, là, où tu as eu, je sais pas moi, une pièce qui est complètement une pièce qui est, comme on dit, qui est défaillante, là, puis que tu peux pas récupérer, à ce moment-là, il faut que tu reviennes sur tes pattes pour repartir le procédé. Qu'est-ce que tu fais, là? Fait qu'à ce moment-là, ces changements-là, c'est bien important qu'on puisse avoir toute la recette de A à Z, donc tous les composants, tous les codes, toutes les dernières mises à jour s'il y a lieu. À ce moment-là, il faut que tout ça soit bien géré, sinon c'est le Far West, là. Oui, absolument. Puis je vais rebondir là-dessus. Parce qu'en TI, on n'a pas cette rigueur-là. Puis ça, c'est la rigueur qui est amenée. Puis parce que le OT en tant que tel a une longue histoire, plus longue que le IT en quelque sorte, parce que la production industrielle existe depuis beaucoup plus longtemps. Et le cadenassage, entre autres, tous ces éléments-là qui sont apparus avec le temps, suivant malheureusement des incidents et des pertes de vie. En tant que, si on va parler dans le globe, ben, il y a eu des pertes de vie qui ont mené à des protocoles, à des approches normées, stables et définies justement pour éviter qu'on perde des vies humaines inutilement dans des négligences où on repète le courant électrique parce que pendant qu'une personne travaille sur la machine ou peu importe ce qui arrive, justement, crée des éléments malheureux. Donc, cette rigueur-là s'est installée avec le temps et les TI n'ont pas encore compris l'importance de cette rigueur-là. Et justement, comme tu mentionnais de changements sauvages, les TI sont juste complètement fous en termes de changements sauvages. C'est mal planifié. Même les organisations qui essaient de planifier, c'est discutable le niveau de planification qu'on peut y retrouver.
On peut pas faire ça en OT parce que là, on va briser, puis là, c'est là où la collision entre les deux systèmes va arriver. Parce que souvent, ce qui arrive dans les systèmes modernes, ben, un système OT va être dépendant d'un système IT d'une façon ou d'une autre. Et si on ne respecte pas correctement ces deux environnements-là, on va se retrouver dans un contexte où on va briser la production quand on veut bien faire du côté IT, mais sans compréhension de ce qui se passe l'autre bord. Là. Tu touches un point intéressant, Nicolas, parce que souvent, on ne sera pas de cachette, c'est l'impression un peu village gaulois, peut-être que certains intervenants en milieu industriel vont donner, touche pas à mes affaires, c'est justement que ces gens-là se battent à tous les jours pour maintenir une production industrielle, puis des fois, ces processus-là, c'est assez capricieux. Donc, c'est pas toujours le bon moment d'amener des perturbations qui sont pas planifiées puis qui sont indésirables. Donc, pour ceux que ça peut être déjà arrivé dans le passé, il y a vraiment une réalité opérationnelle là, qui est assez cruelle. Planter une usine puis la remonter, ça fait plusieurs longues heures et des mauvais week-ends que tu vois ni ta femme ni tes enfants, puis tes patrons, t'es après toi. Donc, si certains se demandent pourquoi ça arrive, cet effet-là, c'est pas la seule cause, mais c'en est une. Tu les entends respirer dans tes oreilles. Oui. Et ça prend pas grand-chose des fois. Moi, j'ai juste malheureusement mal utilisé un scanner de registre Modbus TCP pour inspecter des valeurs. J'ai planté un contrôleur de valve dans un terminal pétrolier. C'est très fragile. Ça m'est arrivé. Fait qu'imagine si tu fais vraiment pas attention, tu peux vraiment te mettre dans le trouble pour les mauvaises raisons. Justement, on m'avait conté une anecdote à l'usine de Packard à Seattle. Quand j'ai commencé en cybersécurité, l'expert avec qui je travaillais venait de Seattle. Puis quelqu'un de TI avait fait un scan sur un robot. Et le robot a complètement défoncé une porte de camion parce que tu ne fais pas un active scan sur une machine à temps réel. En tout cas, tu peux le faire, mais il y avait des conséquences. Puis la conséquence, c'est que le robot a littéralement défoncé une porte de camion. Fait que, tout ça pour dire que mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Fait que quand je parlais de processus physique, ben là, dans ce cas-ci, ça a brisé juste du matériel, mais ça aurait pu tuer quelqu'un aussi. Là. Fait que quand on parle de risques, ben c'est ça. Il y a des risques. Bon, tu as l'arrêt de production, tu as les risques pour les humains, puis tu as aussi tout le volet environnement aussi. Fait que ça fait partie des différents risques auxquels on est confronté dans le domaine des technologies opérationnelles aussi. Fait que tu veux pas non plus un déversement ou une contamination de produits, là, comme c'est déjà arrivé, là, ou une rupture de pipeline ou autre. Là. Fait que toutes ces considérations-là, ben, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Fait que faut vraiment, quand on touche à ces systèmes-là, faut bien comprendre les processus qu'ils contrôlent, puis bien faire nos analyses de risque, parce que, comme je dis, c'est pour ça que les changements sauvages, ça n'a pas lieu d'être, parce que les gens réalisent pas à quel point ça peut être néfaste. Tout à fait. Ben là, il y a deux aspects là-dessus. Il y a eu un cas, je ne sais pas si c'est le cas de Camille, où il y a un robot qui a mal interprété ce qu'il a vu et il a pris l'humain pour un package et il a malheureusement brisé l'humain parce que la machine n'a pas compris ce qu'elle faisait, fait que l'humain était malheureusement au mauvais endroit. Et l'autre élément, puis ça, c'est de mon passé, entre autres, notamment chez Alcan, où il y a des produits chimiques qui sont impliqués. Et si ces produits chimiques-là sont mal contrôlés par les 10 automates, parce qu'il arrive quelque chose, ça peut avoir des conséquences très importantes de point de vue environnemental sur la santé des humains qui sont autour, parce que dans mon expérience à Alcan, la quantité de produits chimiques qui manipulent et qui peuvent avoir des conséquences sur les humains est très importante, dont des gaz qui sont inodores et qui peuvent être très dommageables pour la santé, surtout si on ne sait pas qu'on les a inhalés. Il faut être très, très prudent dans ces éléments-là. Et justement, comme tu mentionnes, ça a des conséquences bien au-delà de ce qu'on peut mesurer et ce que nos petits fichiers Excel qui tombent en panne n'ont pas le même degré d'importance.
Oui, c'était à peu près en 2015, il y a une usine à Varennes qui ont fermé la moitié de la ville parce qu'il y avait des émanations toxiques. Cette usine-là, elle joue avec des composés chimiques à longueur de journée. Tu peux changer la pression, tu peux créer des grosses explosions. Puis là, ben, tu vois, là, si tu rentres dans le système et si tu fais, là, on s'en va dans des scénarios qui sont assez intenses, mais tu vois, cette Varennes a été fermée étant donné qu'il y avait trop d'émanations toxiques qui sont. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on joue avec à tous les jours, vu on regarde, on fait des assessments, on s'assure que ça peut pas arriver par un acteur malveillant ou même des fois aussi, là, des fois, j'aime le côté de Marc d'amener un peu plus la sûreté et la sécurité parce que des fois, c'est juste des erreurs humaines, tu sais, un peu comme Steve rapportait. Ben, t'es dans le système, tu penses faire quelque chose de bien, puis il arrive une erreur, puis ça arrive, tu sais, un peu comme tout le monde. Sauf qu'il faut être prêt à ces erreurs-là, puis à réagir, à être résilient. Une expérience qui est intéressante à vivre, c'est certains ont l'occasion de visiter un site industriel, dépendamment de ce que c'est. Mais exemple, si c'est plus du côté chimique ou pétrochimique, tu reprends contact avec l'aspect risque au fur et à mesure que tu fais la formation d'orientation. Donc, par où on évacue, c'est quoi le point de ralliement, c'est quoi les sirènes. Là, déjà, tu réalises que c'est une usine. Au fur et à mesure que tu te déplaces là-bas, puis là, tu vas sur site, tu mets tes bottes à cap, tu mets tes vêtements ignifuges, tu mets ton casque, tu mets tes lunettes. Moi, je vois pratiquement rien, fait que j'ai des lunettes de prescription à ma vue, les coquilles, les bouchons, puis dans même certains secteurs, tu as même la protection respiratoire. Puis au fur et à mesure que tu revêts tous ces équipements de protection individuelle-là, là, le volet risque il est de plus en plus tangible. Puis je vous dirais que c'est presque un rituel de passage qui serait nécessaire pour la cybersécurité OT parce que les gens que tu abordes pour faire tes mises à jour, puis des fois, des K5 sont peut-être un peu accessoires, eux, c'est à tous les jours qu'ils vivent là-dedans. Et c'est ton rôle de les accompagner, puis si tu peux te mettre dans leur quotidien, souvent tes interventions comme une personne en technologie, ingénieur ou concepteur est de plus en plus appropriée parce que faut être connecté à cette réalité opérationnelle-là. Puis les équipements de protection démontrent très, très bien, sans équivoque, les risques inhérents à l'emplacement. Oui, puis je vais racheter parce que pour l'avoir été du côté IT puis avoir travaillé chez Alcan, c'est mon exemple type dans ce cas-ci, j'ai eu ma fonction de sécurité. C'est pour ça que je sais que les gaz peuvent causer des dommages très importants. J'avais mon casque avec ma visière, ma gouttière, parce qu'il y avait du caustique, entre autres. J'avais des bottes qui résistaient au caustique, entre autres. J'avais des bottes qui résistaient à l'électricité aussi. J'ai tous ces éléments-là. Fait que t'es amené dans un contexte où tu dois te protéger parce que tu te déplaces dans l'usine. Dans ce cas-ci, c'était Vaudreuil qui était l'usine chimique. Ouais. J'ai travaillé là. Ouais, c'est ça, là, je déclare un peu mon passé. Fait que t'as pas le choix parce que tu tombes là-dedans puis tu disparais, là. Fait que tu fonds là-dedans. Fait que il y a un paquet de choses qu'il faut que tu fasses attention. Puis là, on te met en état de conscience de ce danger-là, de ce qui va avec et tous ces éléments-là d'un point de vue chimique, parce qu'il y avait l'usine chimique, mais les différentes autres usines aussi, il y a des conséquences. Il y a quand même tout le volet électrique qui est très puissant. Les masses qui déplacent sont énormes. Fait que, s'il y a un cylindre d'aluminium qui tombe, ben, l'humain qui est là, malheureusement, il va se retrouver être aplati. Fait que tous ces éléments-là qu'on fait attention, les rituels, savoir sur place, regarder les zones où on a le droit de se déplacer comme humain ou les zones où on n'a pas le droit de se déplacer comme humain. Les sirènes, c'est comme tu disais, Steve, il y a des sirènes qui sont spécifiques. Il y a des différents types de sirènes pour différents types de dangers qui se présentent à toi et comment tu dois réagir à ces dangers-là. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont inhérent à cet univers industriel-là qui prédate le OT, comme on parle moderne, comme on a là, ou même le IT à certains égards, et qui est culturellement beaucoup plus ancré et qui nous, comme petits bureaucrates qui tapent sur un clavier, on n'a pas conscience de ces éléments-là qui nous amènent à comprendre que ces gens-là vivent quotidiennement dans le danger et que les choix que nous faisons ont des conséquences sur leur vie. Là. Puis à l'inverse,
ces gens-là sont dans ces risques-là, puis ils les comprennent, ils les acceptent, puis ils deviennent très habiles à éviter les ennuis, puis revoir leur famille le soir. Par contre, il y a d'autres types de risques qui sont pas familiers, puis je pense que comme gens en technologie, c'est notre rôle de leur présenter adéquatement les nouveaux risques. Puis même moi, je l'ai dit il y a quelques années, là, j'étais en mandat avec l'équipe BBA sur un autre groupe papetier en 2022. Je dis, moi, si je vous aime pas, là, puis je veux vous donner du trouble, là, je le sais là, que le mercredi matin, 10h30, c'est l'exercice d'évacuation, puis tout le monde était sur le stationnement, puis je vous laisse des petites clés USB avec votre logo, puis tôt ou tard, ça se peut que vous ayez des soucis. Puis j'ai dit ça aux gens juste comme ça, de façon anecdotique, puis avec les réactions que j'ai vues, les gens connaissent pas ces cyber-risques-là. Nous, si on est dans la technologie, on baigne là-dedans, ça fait partie de notre quotidien au même titre que certaines personnes évitent des pots roulants puis des poutres d'aluminium de plusieurs tonnes. Nous, on essaye d'éviter les ransomware, les virus, les étonnations, ces choses-là. Donc, il y a une notion de partage. Puis, il y a des risques qui s'accumulent, puis c'est à nous de bien identifier les cyber-risques et les solutions qui viennent avec. C'est sûr que c'est les risques cyber, comme tu viens de dire, Steve, ça m'amène au volet de la maturité, parce que dans le domaine OT, si je compare OT avec TI, au niveau de la maturité de la cybersécurité, on n'est pas partout au même niveau, là, parce que les cyber-risques en OT, là, on est vraiment dans l'enfance, contrairement à la maturité que tu as du côté des technologies d'information, où la cybersécurité fait partie inhérente à ces systèmes-là. Dans le domaine OT, là, les gens ne réalisent pas. Tu sais, on parlait des risques des processus physiques, oui, ça c'est bien acquis, mais au niveau des cyber-risques, les gens ne sont pas encore très conscients, puis la preuve, c'est que les réseaux, c'est des réseaux plats que tu vas trouver dans la majorité des entreprises. Aucune ségrégation entre les TI et les TO. Tout est connecté. Puis un ransomware rentre, puis l'usine est sur le dos pendant quelques jours ou quelques mois, en tout cas quelques semaines. Les mots de passe par défaut, hein, Camille? c'est là, Camille, elle le sait, là, je veux dire, elle est souvent amenée pour à l'aide. Fait que c'est ce volet de maturité-là, malheureusement, il n'est pas présent du côté des OT, puis on a beau en parler, en tout cas, je ne sais pas si je parle à travers mon chapeau, mais je pense que il y a une méconnaissance des gens qui jouent avec les technologies de l'opération au niveau du cyber-risque. Puis c'est apparu tout ça avec les années 90, quand les ports Ethernet sont apparus dans les systèmes de contrôle industriel. Avant ça, c'était tout déconnecté. Après ça, il y avait des protocoles propriétaires. C'était plus ou moins connecté. Puis là, depuis qu'on est passé aux années 2000, tout est connecté. Et puis, direct avec l'Internet, bien souvent. Fait qu'avec Shodan, tu peux même voir plusieurs systèmes de contrôle industriel. D'ailleurs, ça fait encore l'objet d'articles, même cette semaine. Mm-hmm. Fait que, comme on dit, c'est là qu'on est, là. Fait que c'est une triste réalité du domaine des OT. Tu sais, même tu parlais des infrastructures qui sont plates, mais tu arrives chez des clients des fois qui sont un peu plus matures, mais il y a quand même une partie qui n'ont pas pensé. Fait que des fois, j'ai vu dans mon expérience qu'il y a des ransomware qui ont été déployés. Ah, ils sont contents, il y a juste une partie, la partie des TO n'a pas été touchée. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'à la fin, pour scanner puis faire ton poids, c'est sur tes TO. Fait qu'ils peuvent plus sortir rien, là, quand même. Fait que t'es quand même bloqué parce qu'ils n'ont pas pensé de A à Z, ils n'ont pas fait tout le cheminement ou le cheminement de ton usine, ils ont oublié une partie à la fin, fait que tu te retrouves que tu es dans le même trou si tu as un incident, parce qu'à la fin, tu peux pas faire ton poids qui va te permettre de sortir ton produit ou sortir peu importe c'est quoi l'exemple, mais ça, c'est aussi intéressant on voit ça beaucoup. Marc mentionnait tantôt, tu sais, le faible niveau de maturité, des fois au niveau du déploiement technologique dans les TO. C'est vrai, là, je le constate à tous les jours. Puis un angle qui serait peut-être intéressant à amener, c'est au lieu de commencer à parler de cybersécurité et puis de cyber-risque,
j'irais peut-être plus au niveau de la cyber-résilience ou même pour ceux qui sont plus des domaines traditionnels, la fiabilité, exemple. Si on installe, exemple, des systèmes de sauvegarde, Veeam, Acronis, n'importe lequel, c'est pas tant qu'on veut se prémunir d'un ransomware, mais on sait très bien que il y a très peu de personnel, puis si on plante une station de travail, ben faut la réinstaller à neuf, puis ça prend plusieurs jours, voire des semaines. Donc, on aurait intérêt à avoir des sauvegardes. Si on a des réseaux plats, ben on a intérêt à faire des VLAN, pas de temps parce que les ransomware sont légion nécessairement dans l'environnement OT, mais ne serait-ce ne pas se faire déranger par une mauvaise configuration, des broadcasts, puis toutes sortes d'abominations, des conflits IP. Donc, il y a beaucoup de mesures qu'on met dans le domaine OT qui ont un double effet. 99,999% du temps, c'est l'attribut secondaire, ça aide. Puis les quelques fois que tu vas vraiment en avoir besoin, s'ils sont là, tant mieux. Sinon, bonne chance. Puis à travers tout ça aussi. Oui, vas-y. Ouais, ben ce que j'allais dire, c'est oui. Il y a c'est parce que c'est un univers très, très, très particulier. J'allais aller avec l'exemple des centrifugeuses en Iran. Et c'est l'exemple type d'une attaque réussie puis qui vient corrompre un système mais qui ne détruit pas. Et dans lequel on regarde comment ils se sont pris, donc il y avait une connaissance très claire de ce qui se passait et ce qu'ils voulaient faire. Et c'est là, puis là, la triade de cyber ne fonctionne pas parce que l'objectif, ou à la limite, on pourrait parler d'intégrité dans ce contexte-ci, si on veut vraiment aller les tirer avec ce qu'on est habitué. Mais la réalité, c'est qu'ils ont juste masqué le fonctionnement ou le dysfonctionnement volontaire de différents éléments comme ça. Et on regarde aussi, puis les exemples qu'on voit qui sont médiatisés, ceux des attaques de la Russie sur l'Ukraine, les centrales nucléaires, les centrales électriques. Il y a eu deux tentatives qui ont été faites, une qui a échoué puis une qui a réussi. Celle qui a échoué, c'est celle la plus complexe puis la plus sophistiquée des deux. Et celle qui a réussi, c'est celle la plus simple et la plus élémentaire, dans laquelle il y a juste pris le contrôle du machin et ça a fonctionné. Puis la première attaque, c'est ça. Puis de point de vue, moi, je trouve ça magnifique le temps qu'ils ont mis parce qu'ils ont vraiment resimulé les éléments de Siemens. Ils ont vraiment racheté, ils ont vraiment tout analysé. Ils ont vraiment fait quelque chose de très, très recherché, mais ça leur rien donné. Fait que la morale de l'histoire, dans le cas de l'Ukraine, c'est plus facile d'attaquer du OT avec des processus simples que d'avec une très grande sophistication qui est associée avec ce genre de choses-là. Et si on regarde avec Stuxnet, l'important dans ce cas-ci, c'est la qualité des informations qui sortent des systèmes. On doit savoir ce qui se passe. Si on nous ment, si le système nous ment, on est dans le problème. Et il y a plusieurs variantes à ça qui pourraient être exécutées aussi, là. C'est sûr que en tout cas, quand je donne des séances de coaching en cybersécurité, j'amène souvent l'exemple de la vulnérabilité Aurora, qui est une vulnérabilité qui est inhérente aux machines tournantes. C'est une vulnérabilité qui est pas cyber, mais qui est électrique purement. Fait que tu désynchronises une machine qui est synchronisée sur le grid, puis tu refermes sauvagement le contacteur pour que ça se synchronise. Fait qu'en faisant ça à répétition, toute machine tournante, comme le test de démonstration qui était fait en 2007, le 3 mars 2007 à la Idaho National Laboratory. Le test de démonstration a fait que la génératrice qui était flambant neuve, après 2 minutes, était complètement hors d'usage. Puis ce test-là peut être reproduit par n'importe qui, n'importe quand, sur n'importe quelle machine tournante d'une certaine envergure, évidemment. Et je vais spécifier, machine tournante, on en a dans nos maisons. C'est des laveuses et des sécheuses. et c'est très sérieux. Puis maintenant, sont malheureusement connectés. Là, on va du côté du IoT. Et ça se rapproche. Et on peut briser le moteur d'une laveuse ultra rapidement, parce que tu parles de machine qui tourne. On peut la briser sur le même style que tu as mentionné là, à quelques variantes près. Puis ça s'est vu à l'heure actuelle qu'on peut briser des laveuses dans les maisons, mais tu sais, c'est ça. Bref, fin de la parenthèse. Une laveuse, c'est une centrifugeuse. T'es la seule personne sur Terre qui est capable de faire le lien entre une laveuse et une génératrice des utilités électriques. Ça, c'est fort. Mm-hmm. J'aime ça.
Ouais, mais ça demeure des choses comme ça. Puis là, selon on embarque, on bascule un peu sur le IoT, qui est pas exactement la même chose que du OT. Mais il demeure que c'est des équipements qu'on a dans nos maisons. Ouais. Et c'est là où on peut voir à quel point c'est partout. J'ai fait la mention de l'auto, qui est quand même dans notre cours qu'on conduit régulièrement. La laveuse en est un autre dans lequel on a. Puis la dernière que j'ai achetée, je peux la brancher sur mon Wi-Fi pour avoir des programmes spécialisés de machin. Puis il m'incite à me brancher dessus. Je fais, ben non, je brancherai jamais ma laveuse sur le chose. D'un coup, qu'il y a quelqu'un qui rentre dedans puis qui décide de justement péter mon moteur de laveuse juste parce qu'il y a du fun. Ben, je suis mal placé, je suis le cordonnier mal chaussé. Ma laveuse puis ma sécheuse sont connectées. Puis je peux effectivement les démarrer puis les arrêter avec mon cellulaire. Puis la même chose avec mon thermostat de maison, fait qu'imagine. Ben, c'est ça, puis aussi, il y a une vidéo sur Internet que c'est Flipper Zero, là, tu sais, vous connaissez. Ouais, le flipper, le fameux flipper. Dans le fond, il fait des attaques sur des courants. Ah, c'est ça. Moi aussi, j'en ai un, puis il y a une vidéo où le gars fait une attaque sur un compteur intelligent, puis tu vois juste la boucane commencer dans ton compteur intelligent, puis il est fini, il a sauté, il a fait sauter. Je me souviens plus exactement c'est quoi qu'il a entrepris, mais ça fait partie de nos vies, là. C'est tout autour de nous. Puis il y a un autre point que j'aimerais rebondir avec StockNet sur les TO, c'est que souvent, je vais souvent l'entendre de mes clients. Ah, c'est correct, c'est air gap. Mais ça, c'est un des trucs que j'entends souvent. Ah, c'est correct, c'est air gap, cette usine-là, c'est juste là. Mais StockNet, c'est le meilleur exemple. Ouais. Tu sais, l'usine était déconnecté, elle n'était pas connectée sur Internet. Hein? Elle était bien cachée. Puis ils ont réussi même à amener ça là. Fait que ça, c'est une affaire que souvent on entend dans les TO, c'est air gap. Puis à chaque fois, là, l'inconfort, il vient. Non, c'est pas air gap. T'as des employés qui rentrent le matin puis qui sortent le soir. C'est fini ton air gap. T'as des clés USB, t'as des laptops, t'as des objets, toutes sortes de choses qui se connectent. Fait que t'as des téléphones intelligents. Fait qu'aussitôt qu'on est exposé à toutes sortes. Du moment que tu as un technicien de service ou un ingénieur là, qui arrive avec son laptop, lui, il a un service technique à fournir, puis lui, il dit donne-moi l'IPFix, clique. Le mythe du air gap vient de disparaître à l'instant, puis c'est pas tout le monde qui sont exigeants au point de dire tu viens chez nous, je te fournis le laptop, tu me dis c'est quoi le payload que tu vas charger dans mon environnement, tu fais ton travail, puis de la minute que tu as terminé, tu rentres chez toi. C'est pas comme ça que ça se passe la plupart du temps. Fait le air gap, c'est un mythe qui... Il y a un appétit en plus pour les compagnies à prendre du service à distance. Ouais. Justement, si tu mentionnes, cet appétit-là, il est là parce que puis on va soit le trouver du côté affaires parce qu'ils comprennent pas au risque qu'ils s'exposent. Et c'est là où on revient, les gens ne maîtrisent pas le risque auquel ils s'exposent. Puis là, tu as fait une belle démonstration, tu dois baliser correctement. Tu arrives chez nous, tu t'assois à la station que je te donne, j'ai analysé ce que tu as fait, tu fais ta manœuvre et tu t'en vas après. Mais on embarque énormément là-dedans. Puis tu sais, Stuxnet, c'est un bel exemple. On peut rebondir une autre fois là-dessus. C'est savoir à quel point les gens qui rentrent ont accès au réseau OT. Et dans ce cas-ci, ben effectivement, tout le vecteur a été fait et ont infecté à travers une personne qui a rentré le code malveillant dans les choses. Mm-hmm. Mais normalement, il n'y a pas un humain qui devrait être capable de brancher une clé USB sur un terminal qui est branché sur du OT. Ça ne devrait juste même pas exister. Et c'est là où l'analyse de risque a échoué. Parce qu'ils ont été laxes, parce qu'ils partent du côté. Puis en même temps, c'est un échange de culture, puis c'est pour ça qu'on se parle. Cet échange de culture-là est nécessaire entre le OT arrive du côté physique. Effectivement, certains, les centrifugeuses iraniennes étaient bien cachées physiquement, toute la sécurité physique était parfaite. Et après, de l'autre côté, non, c'était pas tout à fait là, puis c'était très, très faible, parce que c'est deux faces à la médaille. Et malheureusement, puis là, c'est un peu aussi le problème qu'on a avec le IT, qu'on comprend pas le chose. Fait qu'on est deux côtés qui se parlent pas.
Et de ce manque de communication-là, donner le Stuxnet, parce que là, ça a servi les Américains ou les Israéliens, là, ou peu importe qui est en arrière de ça. Ça a servi leurs intérêts que ce manque de communication-là. Ça, c'est une chose. Mais si on parle de nos compagnies avec lesquelles on travaille quotidiennement, ben là, ces deux facettes doivent se rejoindre à un moment donné ou l'autre, justement, que l'analyse de risque ne soit pas que physique, mais qu'elle soit aussi TI, que les deux se rejoignent. Tu as des actifs, justement, Camille, quand tu parlais du air gap, là, c'est ça, c'est parce qu'il y a deux vecteurs, en tout cas, il y en a peut-être plusieurs, il y en a sûrement plusieurs autres, mais il y a deux vecteurs qui reviennent constamment. Puis dans le domaine électrique, justement, on fait référence à ces deux vecteurs-là qui sont les TCA, qui sont les actifs électroniques temporaires, avec genre des laptops, tout ce qui peut se connecter moins de 30 jours consécutifs sur un actif. Puis tu as tout ce qu'on appelle les removable media, les médias, là, ça peut être une clé USB, ça peut être un disque compact. Ce sont tous des vecteurs. Puis justement, on parlait de Stuxnet qui est rentré dans le fond à Natanz par des clés USB, une clé USB. Fait que ces choses-là, dans le domaine électrique, c'est extrêmement géré parce qu'ils savent très bien que c'est un vecteur d'attaque fréquent dans le domaine des utilités électriques, puis c'est partout dans le fond. Puis des fois, même les gens réalisent pas, ils disent « Ah, OK, j'ai un équipement de mesurage électrique, mais c'est parce que ton équipement il est rendu IP, là. Fait que ça en est un actif électronique temporaire. Il dit tu le réalises pas, mais de plus en plus d'objets de mesurage électrique sont rendus au même titre qu'un laptop. Fait qu'il dit OK, comment on peut s'assurer que ce système-là est intègre, il n'y a pas de virus dedans ou de malware qui peut venir affecter ton système. Parce qu'aussitôt que tu connectes ça, ben Stuxnet l'a bien démontré, ça passe d'un à l'autre, là, puis ça peut se faire très facilement, là, très rapidement aussi. Moi, je dirais pas facilement dans ce cas-ci, parce que c'est quand même les services de renseignement américains et ou israéliens qui étaient en arrière. Fait que, ils ont investi quand même beaucoup d'argent pour que ça arrive. Là. C'est pas l'usine du coin que ça va arriver, ce genre de situation-là. Puis aussi, il faut relativer. Mais c'est un beau cas d'exemple parce que c'est un cas d'étude très intéressant parce qu'on nous amène ailleurs. Mais il y a quand même beaucoup d'investissements d'argent qui sont en arrière de cette mais attention, quand ils ont Stuxnet, le code est présentement toujours utilisé parce qu'une fois qu'il a été rendu disponible, d'autres, ils disent on va changer le payload puis on réutilise. Fait que les fonctionnalités depuis 2010 sont dans la nature. Fait que puis même j'ai vu un article cette semaine où Stuxnet est encore en tout cas des parties de Stuxnet sont encore vivantes. Là. Fait que aucun doute là-dessus, mais c'est le vecteur qui a amené jusqu'à temps que Stuxnet touche le système était quand même très complexe. Puis là, c'est pas donné à tous. Là, on parle de AirGap, mais oui, mais ça a pris beaucoup de travail quand même pour arriver jusque-là. Puis on bénéficie de l'investissement qui a été fait par l'acteur étatique parce que le code existe encore, est encore valide 13 ans plus tard et est encore capable de faire le même quantité de travail 13 ans plus tard. C'est quand même exceptionnel qu'un acteur étatique soit capable de générer un code d'une aussi grande qualité que ça à ce moment-là. Parce que si on regarde les codes plus utilisés par les malveillants, plus classiques au niveau IT, ça s'épuise beaucoup plus vite que ça. Là, on parle d'1, 2 ou peut-être 3 années d'existence d'un code. Là, on parle de 13 ans d'existence du code qui est encore valide. Là. C'est comme les TO. C'est des systèmes qui durent longtemps comme les TO. C'est sûr que je fais souvent l'analogie. Stuxnet est à la cybersécurité OT ce que Sputnik a été à la course à l'espace. Ça a été vraiment le jalon marquant dans l'histoire qui a fait changer la face du monde pour le domaine de la cybersécurité OT. Là, parce que tu as eu des incidents avant, puis les incidents après. Fait que c'est sûr que mais dans ce cas-ci, la barre était haute parce qu'effectivement, c'était extrêmement sophistiqué. Il y avait premièrement 4 vulnérabilités zéro à même Stuxnet. C'était du jamais. Déjà, d'en avoir une, c'est exceptionnel. D'en avoir 4, c'était du jamais vu. Tu avais des certificats d'authenticité qui avaient été volés, qui faisaient partie de... Fait que ça aussi, c'est une autre particularité. Le code est extrêmement bien fait. Si c'était pas que les Israéliens avaient...
j'étudie quelque chose. Certains ont changé le code, si bien qu'une entreprise en Biélorussie d'antivirus l'a finalement trouvé, mais pas parce qu'ils cherchaient ça, c'est parce qu'il y avait des machines qui rebootaient, qui venaient d'Iran, puis ils savaient pas pourquoi que le système d'exploitation rebootait sans raison. Fait que c'est comme ça que le code a été dévoilé, sinon ça aurait pris encore plus de temps avant qu'il soit dévoilé, là. Oui, c'est ça, c'est un bon cas d'étude, celui-là. Puis je l'ai étudié à plusieurs reprises parce qu'il est très, très intéressant. On s'en va vers la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez des points qu'on n'a pas abordés dans l'introduction que vous aimeriez aborder? Moi, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Là, je vais parler pour ma paroisse. Dans le domaine de la disponibilité de la main-d'œuvre, on trouve beaucoup de gens dans les technologies de l'information. Puis là, t'es chanceux à soir, Nicolas. T'en as 3 en cybersécurité OT. Mais si tu regardes dans l'ensemble du marché, tu vas voir qu'il n'y en a pas tant que ça des gens en cybersécurité dans le domaine des technologies opérationnelles. Moi, j'appartiens à un groupe d'âge où on est beaucoup dans le même groupe d'âge que moi, puis on s'en va tous à la retraite dans les prochaines années. Fait que ici, j'ai Camille puis Steve qui sont plus jeunes que moi. Fait qu'à ce moment-là, je suis content d'avoir de la relève, mais malheureusement, beaucoup d'universités ne forment pas personne en cybersécurité OT. Pourquoi? Parce que justement, ça prend quand même une certaine connaissance des processus physiques. Donc, comme là ici, ça donne qu'on est 3 ingénieurs qui ont des backgrounds beaucoup dans le domaine du contrôle et génie électrique. Fait que on n'est pas ingénieur civil, personne. Fait qu'à ce moment-là, c'est un peu une déception que présentement, peu d'universités ou j'en connais seulement qu'une qui forme, mais c'est des étudiants post-gradués qui sont formés seulement en cybersécurité OT. Fait que les universités forment toutes des gens en TI, mais quand on veut faire du recrutement, on peine énormément à trouver des gens en technologie d'opération parce que le marché n'en offre pas, les universités n'en forment pas des gens en technologie d'opération. Bon, je dirais qu'on a le même problème en cyber aussi. Là. Il n'y a pas tant de monde que ça qui sort aussi. C'est un problème qui est généralisé au niveau de ce genre de choses-là. Ou ce que je vois, que c'est les gens qui sortent des universités, les quelques universités, ou du moins au niveau canadien qui le font, elles sont tellement étroits dans leur connaissance qu'il y a quand même beaucoup d'années de formation sur le marché du travail qui doit être faite pour les amener à un niveau, même en cyber conventionnel, pour les amener à un niveau de compréhension qui est nous. Puis là, en outil, on oublie, là, c'est un univers de différence, justement la curiosité. Mais d'ailleurs, on va aller là-dessus. Pouvez-vous me parler de chacun de vos parcours qui vous a amené justement en cyber du OT? Parce que ça aussi, ça peut être intéressant justement de savoir qu'est-ce qui vous a amené là, parce qu'on a 3 profils vraiment très différents en ce sens-là. Là. Moi, ce qui m'a amené là-dedans, c'est vraiment le hasard, mais pourquoi j'y suis resté, c'est pratiquement pour le service public. Là. Je pense que toutes les usines qui nous entourent nous donnent un certain confort comme citoyens, puis je pense que c'est important de s'en occuper. Comme moi, à la base, j'étais ingénieur informatique, je faisais de la programmation de systèmes embarqués. J'ai fait ça une dizaine d'années, tout ce qui est développement de produits, frayé dans les systèmes TI de vidéosurveillance. Il n'y avait pas une dizaine d'années. Le deuxième segment, c'était plus du consulting, donc s'habituer avec tout ce qui est les services conseils. Et j'ai appris, après plusieurs années en technologie, c'était quoi l'ingénierie multidisciplinaire. Puis là, vraiment, c'est là que mes horizons se sont décloisonnés. Puis un projet complet dans le domaine industriel, ça fait intervenir beaucoup de gens d'horizons qui sont extrêmement différents. Le génie civil, mécanique, l'électrique, les procédés et tout, les concepteurs, les technologues, les gens de mise en service terrain. Ça m'a vraiment appris à m'adapter à cette situation-là. Puis mon passage au début dans le domaine pétrolier à Montréal-Est, au terminal sur Marien, m'a vraiment permis ma première expérience en cybersécurité des TO là, sur le terrain. Puis depuis, on a eu la piqûre. Il y a un certain niveau de risque qui n'est pas inintéressant là, si on le fait avec les choses calculées. Donc, ça fait un quotidien qui n'est pas plate.
Moi, c'est sûr, j'ai fait ma carrière beaucoup en automatisation industrielle. Instrumentation, contrôle. Tu parlais de l'usine Vaudreuil, c'est là que j'ai commencé ma carrière. Aux alumines commerciales, après ça, dans le domaine justement de l'extraction du trihydrate d'alumine à partir de la bauxite, là, fait que dans les usines justement utilisant le caustique. Fait que j'ai au fil en aiguille, passer de l'instrumentation à contrôle à l'automatisation. Fait que j'ai fait ça. J'ai même été dans le domaine de la représentation pendant quelques années. C'est en 2017 que mon entreprise a formé un groupe en cybersécurité OT. Fait que j'ai été appelé à joindre ce groupe-là. Puis j'avoue que les premières fois que j'avais même, un an avant, j'avais même assisté à un séminaire en cybersécurité, présumément pour les systèmes de contrôle industriel. Puis honnêtement, là, je comprenais rien la première journée parce que il y avait un jargon et un langage que je ne comprenais pas. Puis pourtant, il dit, j'ai fait ma carrière en système de contrôle industriel, puis je comprends pas ce qu'ils disent. Il dit IOC, il dit, pour moi, c'est Runner of Canada. Non, c'est un indice of compromise. Fait que maintenant, après quelques années en cybersécurité, ces acronymes-là, je les comprends puis je les maîtrise. Puis même dans le domaine de la conformité NERC, il y en a encore plus. Fait que c'est ce langage-là, je l'ai appris, je l'ai compris. Je l'utilise maintenant, puis souvent je me le fais dire aussi parce qu'il dit là tu parles, je comprends pas ton jargon là. Fait que c'est sûr que des fois, comme on dit là, avant de maîtriser tout ça là, ça prend du temps aussi. Puis le domaine est extrêmement vaste, fait que je peux pas tout maîtriser. Fait que puis surtout je suis en fin de carrière, fait qu'à ce moment-là, je m'en tiens à certaines choses. Fait que c'est un peu mon parcours. Puis moi, pour finir, ça a peu été une erreur, on peut dire en même temps, mais tu sais, j'ai toujours été très curieuse, j'ai toujours adoré tout ce qui était un peu espionnage, ces affaires-là, aussi cliché que c'est le league de la cyber. Puis quand j'ai commencé une maîtrise en AI, puis finalement j'ai vraiment détesté la maîtrise en AI, puis j'ai pris un cours en sécurité informatique. C'est là que j'ai continué, puis après j'ai mélangé avec mon volet de génie électrique. C'est vraiment là que ça a fait comme une combinaison qui a fait du sens. Avec mon premier emploi, j'ai rencontré une de mes managers qui m'a poussé vers tout ce qui était haut. C'est là que j'ai adoré ça. Puis après, en changeant avec l'emploi où je suis actuellement d'un côté beaucoup plus technique et moins dans la gouvernance et gestion de risque, c'est là que j'ai continué. C'est comme ça que mon parcours s'est faufilé. Là. Ouais. Très intéressant. De toute façon, c'est dans l'ensemble. Puis si je compare au mien, vous êtes tous tombés à un moment donné ou à un autre dans votre cheminement par hasard avec la cyber. De toute apparence, la cyber est un appel qu'on reçoit à un moment donné ou à un autre, puis qu'on se réveille, puis on tombe dedans. Autant en IT qu'en OT aussi, dans le fond, c'est le même, dans le fond, je peux en tirer le même constat. Je vous remercie énormément. C'est très intéressant, très enrichissant cette conversation-là. C'est le début d'une série, donc on fait l'introduction. Ensuite, on va aller creuser dans chacun des domaines, chacun qui est votre domaine spécifique. Je vous remercie, là, c'est ultra le fun de vous parler. Merci à toi. Merci.